Bonsoir, bienvenue sur Télésud, bienvenue surtout dans ce journal des correspondants. Cette semaine, nous parlerons de politique, de société, d'économie et d'environnement. Nous irons au Gabon, au Tchad, au Cameroun et au Burkina Faso, en Guinée-Conakry, au Mali aussi, le Mali, première escale de ce journal des correspondants. Nous évoquons le bilan d'étape de la transition avec la visite à Bamako du médiateur de la CEDEAO. Mise en place depuis le 25 septembre dernier sous la conduite de la CEDEAO, les organes de la transition au Mali ont reçu la visite du médiateur Goodluck Ebele Jonathan, ancien président de la République fédérale du Nigeria, et sa délégation. La mission a rencontré les autorités de la transition, à savoir le chef de l'État, le vice-président, ainsi que le Premier ministre, avant de faire un point avec la société civile. La mission a encouragé le gouvernement de la transition à finaliser et à communiquer sur une feuille de route assortie d'un plan d'action indiquant les différentes activités à réaliser tout en étant respectueux de la période de transition fixée à 18 mois. Face à la presse, le médiateur s'est dit inquiet des arrestations en cours en ce moment, mais confiant quant au respect du délai de 18 mois imparti pour conduire la transition à son terme. Nous pensons que le gouvernement de transition sera en mesure de conclure tout ce qu'il est prévu de faire dans les 18 mois. Le président de transition a mentionné qu'ils se sont engagés à organiser des élections avant la fin des 18 mois. Pour l'instant, nous n'avons aucune raison d'en douter. Cette visite qui a permis de mesurer les avancées de la transition est le signe que la CEDEAO suit de près ce qui se passe à Bamako. Un sommet de la CEDEAO se tiendra par ailleurs ce 23 janvier à Accra, au Ghana. Une autre occasion pour les chefs d'État et de gouvernement de la sous-région de parler de la transition malienne. On file maintenant au Gabon et au Bénin, deux sujets de société que je vous laisse découvrir. La fête de Vodou est célébrée le 10 janvier de chaque année au Bénin dans différentes villes, à savoir Cotonou, Ouidah, Grand Popo et autres. Une fête nationale initiée dans les années 90 par le président Nicéphore Soglo. Ça remonte aux origines. L'origine de la fête du Vodou, en fait, c'est depuis Ouidah 92 où le président Nicéphore Dieudonné Soglo, on lui rend hommage, un grand hommage. Et ses successeurs lui ont emboîté le pas. Donc c'est depuis Ouidah 92 où, à l'époque, il y avait 12 départements dans le Bénin. Le Bénin comptait 12 départements. Et chaque représentant, chaque département avait ses représentants. Malgré le doute suite à la Covid-19, les dignités vaudou ont finalement reçu l'aval du président de la République pour célébrer le 10 janvier, chacun dans son couvent. La particularité de cette année, après consultation, se résume au respect de la femme, qu'est la mère génitrice, pour que la paix règne. Oui, comme toute fête, les fêtes ne se ressemblent pas, même si cela se perpétue. Oui, c'est différent parce que avec les consultations, c'est différent. Ça commence d'abord par le Tukpokplo, c'est différent. Et cette année-ci, en général, nous devons respecter nos femmes. Et nos femmes aussi doivent nous respecter. Nous devons respecter les femmes et nos femmes surtout, nos mères, nos sœurs, la mère de nos enfants, nos compagnes doivent nous respecter et nous leur devons aussi respect. C'est important, c'est le message de cette année pour que la paix règne parce que la femme, c'est la paix. C'est à travers un appel que le prêtre Zonou appelle tout un chacun de nous à cesser de diaboliser le vaudou qui est une religion. Au niveau de la spiritualité, c'est la sagesse. Nous devons essayer d'être exemplaires dans tous nos actes, dans tous nos comportements, pour attirer plus de monde. Parce que si nous ne le sommes pas, les religions importées et autres vont dire que c'est le diable. Or, le diable est partout.
Fermé depuis belle lurette au public, ce site désormais couvert de hautes herbes était destiné à la construction du plus grand marché de Libreville, la capitale gabonaise. Un projet mort-né, pourtant confié à un opérateur suisse. 7 ans plus tard, le statu quo du chantier a fini par briser le rêve de nombreux commerçants de Montbouet et des Librevillois en général. Mais depuis que le marché n'est pas construit, c'est un lieu d'assassins, c'est un lieu de bandits. Les jardins de la Pairie. Si Webcor, ça n'a pas marché, le terrain au Gabon, le terrain n'est pas en Suisse, que l'État ouvre. Ceux qui ont mangé les frais de commission, ils n'ont qu'à les rembourser. Ici, l'enjeu constitué pour le concepteur du projet, le groupe suisse notamment, à s'adapter aux habitudes commerciales et au mode de consommation propre à Libreville. Mais le tableau actuel présente plutôt de la désolation, donc un gâchis de trop pour une ville qui se veut moderne. On nous libère les jardins de la Pairie, on libère le marché de la zone de charbonnage et le marché de lui ne répond pas aux critères des marchés. À chaque fois qu'on veut faire quelqu'un qui vient, qui veut faire quelque chose de propre, les filous viennent l'empêcher. Vous aussi. À quand le Gabonais sera heureux? Le président dit que je serai heureux lorsque les Gabonais seront heureux. Certes, le mot est bon, mais tous les filous qui font le tournesol là, il faudrait qu'ils soient dégagés, qu'on laisse ceux qui veulent travailler. Le financement des travaux jamais réalisés était estimé à 41 millions d'euros. Le chantier, une fois livré, devait désengorger l'actuel marché vieillissant et saturé. Pour l'heure, il faut encore attendre. Escale à présent au Cameroun et au Tchad, le Tchad où des hommes et des femmes de bonne volonté s'investissent chaque jour dans le conflit entre agriculteurs et éleveurs. En dépit de l'exploitation du pétrole en 2003, l'agriculture et l'élevage demeurent les deux mamelles de l'économie tchadienne. Ces deux secteurs qui font vivre plus de 80% de la population tchadienne, majoritairement rurale, contribuent à 50% au produit intérieur brut. Malheureusement, ces dernières décennies, les acteurs de ces deux activités à forte potentialité industrielle pour booster l'économie nationale cohabitent difficilement dans la plupart des provinces du pays. Cette situation entraîne souvent des conflits avec de nombreux dégâts matériels et des pertes en vies humaines. Ces conflits devenus récurrents, dont la dernière date du 3 janvier dernier, fragilisent l'élan de solidarité jadis très fort entre ces deux communautés qui vivaient des échanges directs des produits de leur labeur sans opération monétaire. À l'époque où on faisait l'élevage classique, on avait un nombre d'animaux limité que les bouviers maîtrisaient. Mais en ce moment, c'est nouveau, s'achètent 500 000 bétails pour un seul bouvier. Ce n'est pas facile. Les paysans font leur culture et au moment où ils s'attendent à ce que toutes les récoltes rentrent d'abord à la maison avant que les éleveurs viennent. Et malheureusement, c'est le contraire. On a des zones de transhumance, des couloirs de transhumance qui sont bien tracés. Au lieu qu'on les respecte, ils ne le font pas. Ils vont jusqu'à cultiver, labourer le champ sur l'espace-là. Une personne cultive 100 hectares, donc c'est cet espace qui revenait aux éleveurs. Et là aussi, en cas d'erreur, ces personnes ne se laissent pas faire. Malgré cette situation, ce leader d'opinion, médiateur volontaire, espère ramener les deux communautés à la raison. Pour pallier à la situation de manière définitive, il faudrait que le gouvernement s'investisse à faire des forums à différents niveaux où les éleveurs et les agriculteurs viendront eux-mêmes mettre sur papier le code de bonne conduite. Ces documents, qu'on puisse les produire en quantité suffisante pour les dispatcher à différents niveaux. Et ces documents seront un instrument de travail des leaders d'opinion. Tant que les gens restent ou vivent à vase clos, chaque communauté de son côté évolue séparément. En tout cas, on ne pourra qu'assister à des pareilles situations. Une prise de conscience des éleveurs et des agriculteurs mettra un terme
à ces conflits qui non seulement endeuillent et appauvrissent les deux communautés, mais aussi et surtout fragilisent l'économie tchadienne. Au cœur de cette plantation située en périphérie de Yaoundé, se dresse une cacaoyère d'environ 2 hectares. Le champ appartient à une entreprise spécialisée dans la fabrication des produits cosmétiques naturels qui a fait du cacao sa matière première. Vous voyez la couleur, et puis c'est bien. Parce que quand c'est pas bien, bon, il y a des petites choses là. Il y a ce qu'on appelle généralement des capsides. Et on ne choisit que ce qui est bien fait, c'est-à-dire que les cabots, ceux qui sont bienvenus, parce que nous savons forcément qu'il y aura la bonne fève dedans. De la fève de cacao, de la poudre ou encore du beurre de cacao, toutes ces dérivés sont exploités par l'entreprise pour la production des savons, gommages et autres produits d'entretien du corps. Nous nous sommes intéressés à la fabrication du gel de douche fait à base de beurre de cacao qui s'obtient en moins d'1 heure. Cette quantité devrait avoir dans les 60 ml, mais là on est pratiquement dans les 250-300 ml. Après cette phase, c'est la phase d'observation, c'est-à-dire qu'on couvre, on prend un temps, on observe un temps, ça peut aller à 6-12 heures. Maintenant, on peut l'utiliser sans problème. Ça peut s'appliquer à tout type de peau. C'est ça le plus important. C'est pourquoi nous n'avons pas peur. Il n'y a aucun risque à l'utiliser. Les produits sont fabriqués à la main, de façon artisanale, ce qui freine la distribution dans les différents marchés sur l'étendue du territoire. La société a néanmoins un point de vente qui permet déjà de desservir la capitale et les régions environnantes. À seulement quelques années de création, la marque a fidélisé sa clientèle. Ma fille avait la date et la teigne sur elle. J'ai commencé à utiliser avec elle. La date est finie, c'est en train de partir. Et la teigne se fond déjà, ça part particulièrement. Avec des moyens rudimentaires, près de 2000 savons, 2 à 3000 savons par mois. Et la demande est excessive. L'idéal pour nous d'ailleurs, c'est de pouvoir embraser, satisfaire tous nos clients au Cameroun et même aussi bien dans les pays, dans la sous-région et pourquoi même pas en Europe. Les cacaoculteurs prévoient aussi dans un futur proche fabriquer des produits à base de cacao qui ne sont pas présents sur le marché mondial. Il y a le whisky fait à base de cacao dont nous sommes en train de mettre sur le point, dont nous pensons que dans les jours à venir nous pouvons bien le faire. Nous avons encore l'alcool médical à partir du cacao dont nous sommes en train d'expérimenter encore. Une innovation qui pourrait inciter les producteurs à créer des revenus en transformant les produits locaux. Au Burkina Faso et au Gabon, nos prochaines escales, il est question d'environnement. On parle de la culture hors sol au Burkina Faso qui séduit de plus en plus les producteurs locaux. Dans ce petit périmètre verdurant, dans la cour de sa maison, Gabriel Ouedraogo cultive une vingtaine d'espèces de plantes composées principalement de légumes et d'autres types de plantes cosmétibles. Aubergines, betteraves, carottes, citronnelles, laitues, menthes, tomates sont entre autres les plantes qui poussent dans ce jardin qui n'a pas le sol comme support. Depuis une quinzaine d'années, il pratique la culture hors sol qui est une nouvelle technique agricole qui se fait sans contact direct avec le sol. La technique n'est pas aussi compliquée, cela c'est en quelque sorte en 3 phases. En première position, on fait la pépinière. À un certain moment, c'est totalement au sol. Et après, on met dans des petits sachets. Et après, on transvase dans de gros sachets pour maintenir l'équilibre pendant 2 mois. Et au moment que tu as tes paniers ou bien tes petits seaux, ou bien quelque chose comme, même si c'est la moitié d'un tonneau vide, on perfore en bas, on met le sable, voilà. Et maintenant, vous pouvez prendre ce que vous avez mis dans le gros sachet, soit dans le petit sachet. Allez, vous transvasez là-bas, tout en maintenant toujours cette mode de terre qui est tout autour de la racine. Et comme cela, voilà, vous avez votre hors-sol. C'est surtout pour la propriété. Tous ceux-là qui viennent ici, ils sont très contents parce qu'ils savent qu'en tout cas, non seulement c'est bio, mais c'est surtout propre.
Le travail de M. Ouedraogo ne se limite pas seulement à domicile. Ici, dans cette parcelle située aux abords du barrage de Tanguay, vous trouverez exactement 25 espèces différentes de plantes qui viennent d'Amérique, d'Europe, d'Asie et bien sûr d'Afrique. Toutes les plantes ne poussent pas directement du sol. De part et d'autre du jardin, on peut apercevoir différents supports composés de petits seaux, des sachets et des paniers, tous en plastique et contenant de la terre. C'est donc sur ces supports que sont fixées les différentes espèces de plantes du jardin. C'est ma deuxième superficie d'expérimentation. En quelque sorte, c'est par ici les pépinières et l'autoproduction de graines. Donc c'est dans ce bas-fond. Sinon, le travail même était basé par ici, mais avec plusieurs fois inondé et perdant beaucoup d'argent, j'ai été maintenant obligé de rentrer à la maison avec beaucoup de choses. Donc ici, c'est pour produire la semence et faire des pépinières pour mettre en place et puis conserver quelques temps et puis amener à domicile. L'on peut facilement déplacer les plantes puisqu'elles sont fixées dans des supports amovibles. Les plantes en hors-sol peuvent être protégées du soleil, des intempéries et des insectes, ce qui permet de réduire considérablement les pertes. Le temps moyen pour récolter les fruits d'un jardin hors-sol est de 3 mois et demi, ce qui n'est pas le cas pour les jardins ordinaires. La gestion forestière en question au Gabon, au moment où le pays œuvre activement pour éradiquer la corruption à tous les niveaux, nombre de responsables d'ONG environnementales et la société civile fustigent la gestion du secteur forêt-bois jugée calamiteuse. Ils font état d'une délinquance forestière entretenue par les responsables de ce secteur. Nous sommes responsables des ONG pour la bonne gouvernance dans le secteur forêt-environnement. Et ce qui est en train de se passer au sein du département des eaux et forêts est quelque chose d'inédit. Inédit pourquoi? Parce qu'en même temps que le gouvernement lance une campagne de lutte contre la corruption, il y a un système de corruption qui s'installe dans un ministère avec, à la limite, un sentiment d'impunité qui m'anime, moi. Parce que j'estime que le secteur forêt est un secteur important pour notre économie. Si on laisse passer certains agissements, je pense que le gouvernement aura failli à sa tâche comme d'habitude. Alors que le pays fait actuellement bonne figure en matière de protection de l'environnement sur le plan continental et international, pour Nikes Moulombi, Marc Ona et d'autres, l'arbitrage du président de la République est sollicité sur les manquements observés. Nous demandons au chef de l'État pour arrêter cette corruption à ciel ouvert au niveau de l'exploitation forestière au Gabon. Nous demandons au chef de l'État la convocation d'un conseil présidentiel sur la gouvernance forestière et environnementale élargie aux acteurs étatiques. Visiblement, la démarche de ces défenseurs de la nature vise ici à mieux valoriser le secteur forêt-bois, un pan très important pour l'économie gabonaise. Dernier sujet de notre journal des correspondants, la rencontre avec Diati Condé, économiste. Il a créé une ferme qui emploie désormais 200 jeunes Guinéens qui étaient au chômage et qui ont accepté de s'investir dans la terre. À 100 km de Conakry, cette ferme avicole dans le district de Benkili. C'est dans cette localité située à 2 heures de route de la capitale guinéenne que ces jeunes diplômés communient aujourd'hui avec des volailles et des bétails. Ironie du sort, ce juriste de 29 ans se retrouve gérant d'une ferme. Marié et père de 2 enfants, le jeune a bien ses raisons de venir s'installer dans cette localité où il n'y a même pas d'électricité. Étudiant diplômé, juriste de profession, aujourd'hui gérant d'une ferme avicole. Je vis ici effectivement, je vis là. Ce n'est pas un petit paradis, mais je gagne ma vie ici. Gagner sa vie dans ce village avec un salaire mensuel de 400 €, soit 2 fois le salaire mensuel d'un fonctionnaire d'élite guinéen. Une bonne leçon comprise par ce diplômé
et plus de 200 autres de ses collègues qui travaillent pour cette ferme avicole. Des jeunes qui ont bien compris que le développement de l'Afrique passe par l'entrepreneuriat, mais aussi par la prise de conscience de ses fils. J'ai laissé la capitale pour venir en brousse, c'est parce que tout ce qui est dans la capitale vient de la brousse. La capitale, c'est une zone politique. Là, c'est pour les dirigeants et les administrations, les ministères. Le reste doit rester en brousse pour travailler la terre et l'exploiter pour la population de façon générale. 70 diplômés sur 100 en Guinée n'ont pas cependant la même chance que lui après leur cursus universitaire. Des chiffres alarmants qui interpellent des entrepreneurs à l'image du fondateur de cette ferme avicole, Yati Condé. L'économiste décide de donner des perspectives à la jeunesse. Je suis un étudiant sortant des télécommunications. Au lieu de m'asseoir dans la ville comme ça et rester sans rien faire, et pourtant quand je viens ici, je peux gagner. C'est ici d'ailleurs que je me suis marié. Je suis venu ici célibataire. Donner des vocations à la jeunesse, comme le veut son fondateur, il y a 3 ans, ce chef d'entreprise sortait son livre De l'or sur le doigt, une œuvre qui s'insurge contre l'immigration clandestine. Après les mots, place maintenant aux actes, car l'avenir, c'est l'Afrique. On peut travailler en Afrique, trouver la richesse en Afrique, s'épanouir en Afrique, créer des emplois et aider ses frères africains. On a vu ces exemples et le mien en est une illustration. L'avenir de l'Afrique se trouve en Afrique et non ailleurs, plus singulièrement en Occident. Pour l'entrepreneur, le continent africain a d'énormes potentialités. Il a juste besoin d'une jeunesse travailleuse pour révolutionner ses richesses. Voilà, c'est la fin de ce journal des correspondants. Comme d'habitude, merci à toute l'équipe de correspondants sur le continent, grâce à qui ce journal de correspondants a été préparé, monté et diffusé. Merci à l'équipe de réalisation également. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment sur Télé Sud. On se retrouve la semaine prochaine dans le même journal des correspondants.